Voilà, l'enregistrement est lancé. Écoutez, on va se lancer. On dit bonjour à Vanessa qui vient de mettre un message qui est en transition professionnelle pour accompagner les entreprises vers plus de durabilité. Bonjour Vanessa, et on va se lancer dans ce webinaire. Donc certains ont peut-être déjà participé au webinaire qu'on organisait fin juin avec des intervenants différents, mais l'idée c'était de continuer sur cette thématique-là, donc de faire des webinaires sur les sujets de stratégie RSE, déploiement, structuration pour montrer des exemples concrets de ce qui se fait sur le terrain dans des entreprises pour vous donner des pistes de comment faire ces choses-là dans vos entreprises si vous travaillez sur les sujets de RSE ou si les sujets de RSE vous intéressent, comprendre les enjeux du moment sur ces sujets-là et pouvoir mieux les appréhender. Aujourd'hui, on est sur un format assez court, donc 1 heure, même moins, vu qu'on commence avec un tout petit peu de retard. Mais on vous invite quand même à intervenir un maximum. Donc, vous allez l'onglet questions-réponses pour poser toutes vos questions pendant les temps d'intervention des différents participants, sachant qu'on a prévu à chaque fois des petits créneaux pour répondre aux questions. Donc, il y a à chaque fois un petit créneau intervention, puis un créneau libre pour répondre à toutes les questions. Donc, lâchez-vous vraiment dans l'onglet questions-réponses et posez-nous toutes vos questions. On essaiera d'y répondre au maximum. Et pour celles auxquelles on n'aurait pas le temps de répondre, on vous laissera de toute façon tous les contacts des intervenants pour que vous puissiez nous solliciter et nous poser vos questions ultérieurement. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir donc avec nous Mylène, qui est consultante RSE senior chez Hatch, qui est un cabinet de conseil en RSE renommé, avec qui on organise ce webinaire. Blaise Garin, qui est directeur de la transformation chez l'entreprise IDVRD, que je ne vais pas plus présenter parce qu'il se présentera mieux que moi. Et également Léa, qui est directrice de centres commerciaux dans l'entreprise Carmila, avec laquelle on travaille, nous, Blacka, depuis bientôt 1 an maintenant. Pour ceux qui sont très attentifs et qui ont une super mémoire, vous devez vous dire, mais où est passé Hervé Darac, responsable régional Carmila? Hervé Darac a eu un problème de dernière minute qu'il ne pouvait absolument pas résoudre et qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave, on a un peu réadapté le format du webinaire pour, pour faire sans son témoignage. Et on aura un témoignage plus poussé de la part de Léa sur l'engagement au niveau local, vu que ça va être le rôle de Léa aussi de nous montrer quel est le. Avec Blaise, on va avoir le point de vue plutôt national siège et avec Léa, on aura le point de vue plutôt engagement au niveau local, vu que Léa est directrice de 2 centres commerciaux et de 2 centres commerciaux qui sont globalement quand même assez engagés sur les sujets de RSE. Voilà, donc n'hésitez pas à nous mettre toutes vos questions au fur et à mesure du webinaire. On répondra un maximum aux questions et je vais d'ores et déjà laisser la main à Mylène qui va vous donner quelques chiffres macro sur les enjeux du jour. À toi, Mylène. Oui, alors, je vais partager mon écran. Est-ce que c'est bon? Ouais. Oui. Tout le monde voit mon écran Ouais, c'est parfait. en plein écran. OK. Bon, peut-être que quelques petits mots pour commencer, pour me présenter. Donc, je suis Mylène Boutman, consultante en stratégie RSE chez Hatch. Hatch, c'est un cabinet de conseil qui existe depuis 2009, qui a été fondé par Alexis Krisev. On est situé à Paris, Bordeaux et Lyon. On est certifié Bicorp depuis 2018. On fait partie aussi de la communauté des entreprises à mission depuis cette année. On est société à mission. Là, récemment, on a défini notre raison d'être, on l'a inscrite dans nos statuts juridiques. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'on est un cabinet engagé. On essaye de s'appliquer à nous-mêmes ce que l'on prône aux autres. On a pour habitude de se présenter comme étant des activateurs d'engagement. On aide les entreprises à transformer leur modèle, à intégrer au cœur de leur activité la RSE et de faire en sorte que la RSE soit quelque chose de transformant dans leur business model. C'était pour la petite description. Alors moi, ça fait 5 ans que je travaille chez Hatch et que je travaille avec différentes typologies d'acteurs, des petites entreprises, des ETI, des grands groupes de plein de secteurs différents, dans la construction de leur stratégie RSE, dans le déploiement de leur stratégie RSE, dans la mobilisation des équipes. Voilà, tout ça, c'est des sujets qu'on va voir aujourd'hui. On les aide à former, à sensibiliser les collaborateurs, à certifier aussi les entreprises, qu'elles se fassent certifier à leur tour Bicorp, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, simplement pour vous dire voilà, qu'on a une vision assez 360 degrés de la RSE. Alors, avant de rentrer plus précisément dans le vif du sujet, je voulais vous partager quelques éléments sur une étude que l'on a menée récemment avec 10 autres partenaires
Donc, c'est le baromètre de la RSE 2021. Alors, on a publié les résultats, ça fait quoi? C'est en septembre qu'on a publié les résultats. Je pourrais vous envoyer dans le chat toutes les informations, le lien pour télécharger l'étude. Juste pour vous dire un petit chiffre, un premier chiffre, 88% des entreprises mobilisent massivement leurs équipes sur le sujet de la RSE via des actions de sensibilisation. Je me souviens encore de ma réaction quand j'avais vu les résultats de ce baromètre, ça me paraissait vraiment conséquent, c'est vraiment énorme, quoi, 88% des entreprises qui mobilisent les équipes. Donc, c'est une super nouvelle qui est malgré tout à nuancer. Quand on regarde un peu les chiffres plus en détail, les principaux freins au déploiement d'une stratégie RSE, c'est la difficulté à animer une démarche, à embarquer les collaborateurs, à embarquer le middle management et à embarquer le top management. Donc, voilà, les actions de sensibilisation en interne au sein des équipes, au sein des entreprises, elles existent. Malgré tout, la sensibilisation, l'animation, la mobilisation des collaborateurs, ça reste encore un frein au déploiement d'une stratégie RSE. Donc, fort de ce constat, moi, je voulais vous partager 2 petits éléments. Alors, déjà, dans un premier temps, nous, notre sujet aujourd'hui, c'est définir sa stratégie RSE et mobiliser tout son réseau. Quand on dit définir sa stratégie RSE et mobiliser tout son réseau, il y a quelque chose d'a priori temporel. D'abord, on définit sa stratégie RSE, ensuite, on mobilise son réseau. Moi, je suis convaincue que le plus tôt possible, dans une démarche RSE, le plus tôt on implique les collaborateurs, plus on aura de chances pour que ces collaborateurs soient impliqués, soient embarqués, soient engagés dans votre stratégie RSE. Et c'est la raison pour laquelle je voulais vous donner quelques petites clés, quelques petits tips pour embarquer le plus tôt possible dans votre démarche RSE vos collaborateurs. Et ça, dès l'amont de la définition de la stratégie RSE de votre entreprise. Donc, vous voyez là, schématiquement, ce que je viens de vous dire, le fait de définir sa stratégie RSE et son plan d'action, et ensuite de le déployer. Une fois que vous avez défini votre stratégie et votre plan d'action, comment est-ce que vous allez le déployer concrètement au sein de l'ensemble des collaborateurs, notamment dans un contexte pour des retailers, par exemple, eh bien, la mobilisation interne, elle peut se faire tout au long de ces 2 grandes étapes. Donc, moi, je vais me concentrer plutôt sur cette première partie de définition, de mobilisation au moment de la définition de la stratégie RSE, avec, pour commencer, un petit rappel sur les étapes clés pour définir votre stratégie RSE. Je pense qu'avant de dire comment mobiliser les collaborateurs quand on définit sa stratégie RSE, c'est déjà bien de se rappeler déjà comment est-ce qu'on définit une stratégie RSE. Première grande étape, l'idée c'est d'identifier ces enjeux. Quels sont vos grands enjeux sectoriels sur le secteur dans lequel vous opérez? Quels sont les enjeux internes au sein de votre entreprise? Est-ce qu'il y a des grands sujets sociaux, sociétaux, environnementaux qui peuvent ressortir? Est-ce qu'il y a des signaux faibles dans l'industrie dans laquelle vous opérez? Est-ce qu'il y a des startups qui sont en train de se monter, qui répondent à des nouvelles problématiques? Voilà, donc tout ça, l'identification de ces enjeux RSE, c'est vraiment la base, les premières étapes pour définir sa stratégie. Ensuite, une fois que vous avez identifié vos enjeux, l'idée, c'est de pouvoir les prioriser. Vous allez certainement vous retrouver avec une vingtaine, une trentaine d'enjeux. Vous n'allez pas pouvoir tous les adresser. À un moment donné, il faut pouvoir choisir ses combats. Et donc, pour les prioriser, vous le verrez, je vous le présenterai tout à l'heure, il y a des petits outils classiques de la RSE qui existent. Donc, vous avez identifié vos enjeux, vous les avez priorisés, vous avez choisi les 1, 2, 3, 5 sujets prioritaires pour vous, ceux qui sont prioritaires pour votre secteur d'activité, pour votre entreprise, ceux qui sont cohérents, pertinents, ceux qui incarnent votre territoire d'engagement. Une fois que vous les avez, ces sujets-là, ces combats sociaux, sociétaux, environnementaux, quels qu'ils soient, vous pouvez à ce moment-là construire votre stratégie. Alors, quand vous construisez votre stratégie, de quoi est-ce qu'on parle? C'est définir sa vision RSE, définir sa raison d'être, les piliers d'engagement que vous allez avoir. Un pilier, souvent, le truc classique, c'est people, planet. Vous avez voilà, des piliers classiques. Et ensuite, vous allez définir vos engagements par pilier.
se dire, bah, voilà, nous, notre entreprise, on s'engage à réduire nos émissions de CO2. Voilà. Et les objectifs que je me fixe, c'est X à horizon telle année. On va avoir des objectifs chiffrés et datés. Donc, c'est vraiment ça ce qu'on appelle la stratégie RSE. Cette vision, cette raison d'être, ces piliers et ces engagements avec les objectifs qui découlent en dessous de chacun des engagements. Une fois que vous avez défini ça, il va falloir définir votre plan d'action. Concrètement, comment est-ce que vous allez atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés? C'est vraiment ça le plan d'action, c'est à court terme, à moyen terme, à long terme, quelles actions concrètes vous allez mettre en place pour atteindre vos objectifs. Et enfin, une fois que vous avez défini votre stratégie, défini votre plan d'action, eh bien, une étape clé, c'est celle de partager et de former l'ensemble de vos collaborateurs et de votre réseau pour que tout le monde soit au fait de cette stratégie RSE. Maintenant, la question qu'on peut se poser à ce stade, c'est comment associer les collaborateurs à chacune de ces étapes. Donc, vraiment, dans cette partie de définition de votre stratégie RSE, comment déjà, à ce moment-là, en amont, vous pouvez déjà impliquer et mobiliser les collaborateurs et préparer, faire en sorte qu'il y ait un terreau fertile pour qu'ensuite, une fois que vous serez dans la phase de déploiement, pour que les collaborateurs adhèrent au projet, qu'ils soient convaincus que c'est la bonne stratégie RSE, qu'ils se l'approprient. Donc, quelques petits éléments de compréhension et des clés de mobilisation interne. Donc, vous allez voir à chaque étape, je vais vous donner quelques petits tips pour embarquer les collaborateurs dès l'identification des enjeux, par exemple. Donc, sur l'identification des enjeux, nous, ce qu'on a l'habitude de faire, ce qui fonctionne très bien, c'est de monter ce qu'on appelle une équipe de pionniers de la RSE. C'est de se dire, bon, bah voilà, en interne, je vais monter une équipe avec alors, il peut y avoir des membres du comité de direction, mais pas que, ça peut être aussi des personnes du terrain, de l'opérationnel, pour identifier les enjeux RSE. Avec cette équipe de pionniers de la RSE, vous pouvez l'appeler comme vous voulez cette équipe, eh bien, vous allez pouvoir organiser des ateliers en intelligence collective pour identifier les enjeux RSE. Une autre manière et une manière complémentaire d'embarquer les collaborateurs déjà dans cette toute première étape, c'est la consultation qualitative. Donc, la consultation qualitative, c'est l'idée d'interroger vos parties prenantes internes grâce à des entretiens. Donc là, vous prenez un panel d'une quinzaine ou d'une vingtaine de personnes en interne et vous allez les interroger pour comprendre quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs insatisfactions. Parce qu'il y a des grands enjeux forts en interne. Voilà, donc ça, c'est vraiment la consultation qualitative et le fait d'interroger, d'embarquer une équipe de pionniers de la RSE. Deuxième étape, l'étape de priorisation de vos enjeux. Donc, bon, la définition des enjeux, c'est quelque chose qui peut vous prendre un peu de temps. Ça dure quelques mois, hein, je dirais, l'identification des enjeux. Une fois que vous les avez, que vous avez une bonne compréhension de vos enjeux RSE, vous allez pouvoir les lister. Et là, une façon d'embarquer déjà et de consulter cette fois-ci l'ensemble des collaborateurs de votre entreprise, c'est via un questionnaire et une consultation quantitative. Certains et certaines d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler de l'outil qu'est la matrice de matérialité. Pour vous expliquer de manière très rapide et simple, une matrice de matérialité, c'est une liste d'enjeux, ce que vous voyez à droite, et vous allez interroger de manière massive vos parties prenantes externes, clients, fournisseurs, voilà, clients, fournisseurs, etc. Et vous allez leur demander de prioriser, de donner, d'attribuer une note, un niveau d'importance à chacun des enjeux RSE que vous avez listés. Et ça, vous allez le faire aussi sur l'interne. En fait, dans une matrice de matérialité, c'est simplement le croisement des réponses internes et l'externe. Et donc, à ce moment-là, la consultation quantitative massive de l'ensemble de vos collaborateurs, pour nous, c'est quelque chose de très important pour les embarquer dans la démarche. Bien sûr, avant de communiquer un questionnaire comme celui-ci, c'est important de communiquer sur la démarche au global. Ensuite, une fois que vous avez votre matrice de matérialité avec les principaux enjeux qui ressortent, vous allez pouvoir construire votre stratégie RSE. Alors ça, c'est quand même le plus souvent un sujet qui est une étape, en tout cas, qui est prise par des personnes de la direction de l'entreprise. Ceci dit, c'est toujours important aussi de pouvoir confronter cette stratégie RSE une fois qu'elle est rédigée, avant de la valider, de pouvoir la confronter, de la présenter à vos collaborateurs, peu importe leur position, mais
un panel de collaborateurs pour valider la compréhension interne de votre stratégie RSE, valider la compréhension des différents engagements, de votre vision, de votre raison d'être. Ça, c'est une manière aussi d'embarquer les collaborateurs à ce moment-là. Ensuite, la partie plan d'action, définition du plan d'action. Je pense que là, c'est vraiment l'étape dans ce gros volet de définir sa stratégie RSE. C'est l'étape où vous allez pouvoir le plus embarquer les collaborateurs en en créant par exemple un réseau de relais internes. Et ces salariés qui font partie du réseau interne et qui sont plutôt des salariés avec un niveau opérationnel et qui sont plutôt les mains dans le cambouis, qui vont pouvoir imaginer des actions concrètes pour passer d'une stratégie à quelque chose de concret, de réalisable avec des actions à court, moyen et long terme. Et donc là, c'est hyper important en fait, de se dire que dans votre stratégie, vous avez le socle qui est le respect de la réglementation. Ensuite, vous avez la politique RSE qui a été validée par la direction. Et le top de la pyramide qu'il ne faut surtout pas négliger, où là, c'est toutes les démarches volontaires de l'entreprise, des collaborateurs, de tous les collaborateurs de l'entreprise. Donc voilà, c'est hyper important de se dire que ce top de la pyramide, c'est ça ce qui va faire vivre aussi votre stratégie RSE en interne. Alors, j'aurais plein d'exemples concrets à vous partager sur comment animer cette phase-là de définition de son plan d'action. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires sur cette partie. Et donc, la dernière étape, partager, former l'ensemble de son réseau. Eh bien, une fois que vous avez défini votre stratégie, que vous avez défini votre plan d'action, évidemment, la bonne pratique, c'est de la communiquer le plus largement possible et de se servir d'un événement ou d'un moment fédérateur pour partager cette annonce, faire en sorte que ce soit d'événementialiser l'annonce et que ce soit un moment de communion entre les collaborateurs pour qu'ils se retrouvent sous une seule et même vision avec des étoiles plein les yeux. Donc là, vous avez aussi la possibilité dans les idées de mobilisation interne de vous appuyer sur votre réseau de relais de collaborateurs volontaires en interne pour qu'eux-mêmes puissent cascader en fait, auprès de leurs équipes votre stratégie RSE. C'est toujours beaucoup plus puissant aussi quand c'est vos collègues qui vous racontent votre stratégie RSE plutôt que uniquement une présentation très corporate du haut de l'échelle. Et enfin, la formation des collaborateurs. Alors là, il peut y avoir énormément de formats différents, mais vous avez des entreprises qui décident de créer des e-learning, des petits jeux, des challenges pour faire en sorte que l'ensemble des collaborateurs puissent comprendre la stratégie RSE, le plan d'action et les objectifs à atteindre. C'est hyper important de pouvoir aussi former, de raconter ce qu'il y a derrière chacun de vos piliers d'engagement pour que tous les collaborateurs puissent s'approprier le sujet et l'intégrer au cœur de leur métier. Voilà, donc pour nous, c'est bien sûr possible d'associer les collaborateurs dès la définition de la stratégie RSE. Et c'est plus que possible, c'est même recommandé, puisque des collaborateurs qui seront impliqués, ce seront des collaborateurs qui seront d'autant plus engagés par la suite au moment du déploiement opérationnel de votre stratégie RSE. Génial, Mylène. Il y a eu une question de Monsieur Demiramont qui qui parlait des facteurs clés de succès, mais il me semble que tu as quand même globalement bien répondu. Donc, je vous invite à échanger plutôt par écrit pour creuser le sujet si jamais il y a des questions en plus à aborder. Et il y a un tout petit truc qui frotte sur ton micro, Mylène, il faudra faire gaffe pour après. Mince, pardon. Pas très grave, t'inquiète. Super. Donc, je te laisse faire la transition avec oui, tout à fait. Parfait. Donc, pour la suite de la présentation, je vais laisser la parole à Blaise qui pourra vous illustrer de manière très concrète ce qui a été mis en place chez IDVRD, un peu sur la base de ce que je viens de vous présenter avec ces différentes étapes, puisqu'on a travaillé ensemble avec Blaise sur la définition de la stratégie RSE d'IDVRD. Je passe la slide. Voilà. Bonjour, j'espère que vous m'entendez, qu'il n'y a pas de problème avec mon micro. C'est parfait. Tout est bon. Donc, merci Mylène, merci à tous et bonjour à tous. Donc, Blaise Garin, je suis directeur des synergies pour le groupe IDVRD et effectivement, je vais essayer de vous illustrer un cas pratique qui suit assez fidèlement la méthodologie que Mylène vient de nous présenter.
à savoir la mise en place de la RSE, comment définir nos enjeux et comment déployer ça chez IDVRD. Alors, ça a duré 18 mois, la définition de la stratégie, 18 mois en période Covid, mais ça a été assez long malgré tout. La phase actuelle, c'est donc on a annoncé la stratégie il y a à peu près 2 mois et donc on est en train de rentrer dans la phase de déploiement. Comme je ne présuppose pas que tout le monde connaît IDVRD, Mylène, si on avance d'une slide, voilà, très rapidement, IDVRD, on a une entreprise de création et d'entretien d'espaces verts. On travaille pour des collectivités et des entreprises, on ne travaille pas pour des particuliers. Donc, on travaille pour des gestionnaires d'infrastructures, des parcs immobiliers, des carrefours, les stations-service Total, mais aussi les maisons de retraite, les industriels, etc. On a 2 tiers de clients publics, 1 tiers de clients privés. On est historiquement une société française et on a grossi en Europe par acquisition, en Angleterre depuis 2014. Et ça s'est accéléré plus récemment, le Pays-Bas, le Danemark, l'Allemagne et la Suisse plus récemment. Et je précise ça parce que ça a été important pour nous de définir notre stratégie RSE au niveau du groupe. J'y reviendrai. Et en termes de taille et de problématiques de réseau, c'est 8 000 employés en Europe, 2 800 en France, près de 150 agences dans le groupe et à ce jour, 53 agences en France. Voilà. Donc, quand je disais aujourd'hui qu'on était dans une phase de déploiement, on a annoncé cette stratégie il y a 2 mois. Maintenant, le sujet, c'est de la déployer dans toutes ces agences. Mylène, est-ce qu'on peut avancer? Oui, c'est le suivant. Voilà, alors, pourquoi une stratégie RSE pour IDVRD? Non, alors, on a dû sauter une slide, non? Merci, parfait. Donc, je disais, une démarche à l'échelle du groupe, c'était très important pour IDVRD pour plusieurs raisons. Bon, d'abord, notre métier lié à la création d'entretien d'espaces verts, les liens avec l'environnement sont assez naturels. Les espaces verts sont impactés par le changement climatique. On est aussi souvent mis en avant quand on parle d'adaptation aux effets du dérèglement climatique. On peut penser à la question des végétalisations pour lutter contre les îlots de chaleur urbains. Je pense que presque tous les ans, quand il y a un épisode caniculaire, tous les maires de France parlent de planter une forêt urbaine. C'est des choses qui nous parlent. C'est aussi les espaces végétalisés, c'est aussi un outil pour la gestion des pluies, des eaux de pluie et des ruissellements. Et confère l'épisode en Allemagne et en Belgique fin juillet. Au-delà des questions climatiques, il y a évidemment la question de la biodiversité. Bref, notre métier en lui-même est assez proche de questions liées à la RSE, mais aussi des enjeux sociaux. C'est un métier de main-d'œuvre. À la fois, c'est un métier de main-d'œuvre, c'est-à-dire qui emploie beaucoup de personnes. Et par ailleurs, il n'y a pas besoin, qui peut employer des personnes peu qualifiées. Il n'y a pas besoin de faire de longues études pour tondre la pelouse ou tailler une haie. Donc, la question sociale est très présente chez nous. Ça, c'était un peu pourquoi la RSE, c'est stratégique chez nous, pour IDVRD. Pourquoi le faire au niveau du groupe? Pour nous, c'était l'occasion de créer un ciment, de constituer un peu une identité du groupe. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait grossi en Europe en faisant des acquisitions. Par ailleurs, c'est un métier très local. On a très peu de clients transfrontaliers, pas de projets transfrontaliers du tout, peu d'échanges entre les équipes. Donc, il y a un vrai risque que les pays vivent à côté des autres, les uns à côté des autres sans se connaître. Donc, pour nous, définir une stratégie RSE pour le groupe, c'était un moyen de créer une image impliquant tous les pays dans lesquels chaque salarié du groupe se reconnaisse IDVRD et, si possible, en étant fier. Voilà, ça, c'est une raison de le faire au niveau du groupe qu'on avait identifié a priori. Une très bonne raison qu'on a mieux comprise au cours du travail, c'est qu'en fait, la maturité sur les sujets RSE est très différente d'un pays à l'autre. On a souvent l'image que les pays du Nord, en Europe, sont en avance, par exemple, sur les sujets. Et ça s'est révélé assez vrai.
la Hollande, le Danemark sur la question du CO2 ou des ressources avaient des choses à nous apprendre. Sur d'autres sujets, c'était d'autres pays. Les Anglais sont très en avance sur la biodiversité. La France plutôt sur l'insertion pour le travail, ce qui fait qu'il y a eu une réelle plus-value à avoir ce groupe de travail qui faisait échanger entre eux les pays du groupe et s'apprenait des choses et se faisait comprendre et découvrir des choses des uns des autres. Voilà. Bilal, on peut avancer, s'il te plaît. Merci. Alors, ensuite, les deux principales phases de définition de cette stratégie, et je vais essayer d'illustrer comment on a mobilisé notre réseau interne ou externe à cette occasion. D'abord, une première version de la stratégie, comme disait Mylène, c'était un peu le central et la direction au début, une approche top-down. Alors, Mylène, déroulons les points. Merci. Avec des ateliers, donc un peu cette équipe de pionniers dont parlait Mylène tout à l'heure, des représentants QSE et RSE de chaque pays, qui formaient en fait un groupe de travail, des ateliers qu'on réunissait à peu près tous les mois. Mais avec Hatch, il y a eu ce gros travail qualitatif et quantitatif en interne et en externe dans tous les pays, qui a permis de définir cette matrice de matérialité dont parlait Mylène, qui est illustrée derrière. Et puis, une réflexion d'ordre plus stratégique, à savoir tout bêtement l'analyse du marché, l'analyse de la concurrence et l'analyse des particularités d'ID Verde dans ce marché. Parce que voilà, il se trouve que ID Verde est leader sur le marché en étant 4 fois plus gros que son concurrent et la seule société à avoir cette dimension européenne. Donc, on se dit qu'on a des choses à apporter, par exemple, en valorisant ces différences de maturité et en important les bonnes pratiques anglaises en biodiversité ou danoises en gestion des ressources. Voilà, cette première étape, ça a permis d'avoir donc une première version de la stratégie RSE avec 3 piliers, 12 engagements. En gros, nos deux premiers piliers, donc People et Planète, dont parlait Mylène tout à l'heure, sont issus de la matrice de matérialité. Et un troisième pilier, performance, qui est plutôt issu de notre réflexion stratégique. Et ensuite, il y a eu une deuxième phase, Mylène, voilà, merci beaucoup, une deuxième phase bottom-up, pour le coup, et qui s'est avérée très importante donc là, on est allé demander aux gens sur le terrain, à la fois pour vérifier si tout cela était compréhensible, c'est ce qu'on disait faisait sens pour eux, si les enjeux qui étaient sortis étaient les bons, si on n'avait rien oublié de majeur, y compris si le wording, la manière d'exprimer les choses était la bonne, et très important, anticiper les difficultés de déploiement, c'est-à-dire repérer ce qui était mal compris, ce qui nécessiterait plus d'explications. Donc, il y a eu trois types de réunions pour mobiliser ce réseau. D'abord des séances de sensibilisation générique avec un petit film que Hatch avait préparé pour expliquer aux gens ce que c'était que la RSE et qui a permis de faire réagir les équipes sur le terrain. Ensuite, il y a eu des interviews en one-to-one avec du middle management, avec des questions orientées, mais sans dévoiler la stratégie, mais avec des questions qui permettaient quand même de savoir si c'était bien vu ou pas. Et puis ensuite, pour le coup, vraiment de tester cette première version avec des réunions de région qui permettaient de mobiliser le management siège, région et des directions d'agence. Ça s'est avéré vraiment utile et je vais l'illustrer de deux manières. D'abord, on s'est rendu compte, alors ça va sans doute paraître assez incroyable à un public comme celui qui participe à ce genre de webinaire, mais parmi nos employés, en France, début 2021, donc je ne parle pas du 19e siècle, hein, dans une population comme la nôtre, des notions comme le changement climatique ou l'empreinte carbone, voilà, ce n'était pas évident. C'est vraiment des sujets sur lesquels il faudrait s'expliquer et faire de la pédagogie pour voilà, justifier que ce soit très en avant dans nos stratégies RSE. Ça a aussi permis, 3 piliers, 12 engagements, de recentrer et de ramener à 12 engagements, pardon, à 10 engagements et non pas 12. En fait, alors d'abord, je vous rassure, on n'a pas sacrifié le sujet changement climatique, empreinte carbone,
Par contre, on a fusionné quelques engagements, enfin 2 paires d'engagements qui étaient relativement proches. Une précision, quand je parle d'engagement, pour nous, c'est une thématique. Par exemple, voilà, l'insertion ou le changement climatique, etc. Une thématique, mais aussi en interne, un indicateur quantitatif pour mesurer notre performance et un objectif qu'on s'est donné sur où est-ce qu'on voulait que cet indicateur soit d'ici 3 ans. Tout ça a pris 1 an et demi, 1 an pour l'approche top-down, la définition de la stratégie, et 6 mois pour la peaufiner dans la phase bottom-up. Je propose d'avancer, oui. Alors, ben voilà, non, alors ça, c'est juste des illustrations. On va pouvoir aller vite sur ces 2 slides. Ça, c'est en grand ce à quoi ressemble une matrice de matérialité que Mylène a déjà montré, mais en l'occurrence, celle d'IDVRD. Donc, où on fait, lors de ces interviews quantitatives, réagir des gens sur les 26 critères, enfin les 26 social responsibilities, la norme ISO 26000. C'est permet de classer tout ça et de voir ce qui ressort en haut à droite. Et donc, on voit là dans le petit cadre nos 2 piliers People Planet qui sont effectivement issus de ces enjeux stratégiques. Et dans le slide suivant, j'ai juste, mais j'ai pas, voilà, c'est la version finale avec nos 3 piliers, nos 10 engagements. En fait, c'est 9 plus 1, c'est-à-dire qu'il y a 3 engagements par pilier, et le 10e étant de certifier l'ensemble avec la certification Bicorp. Et je vais plus rapidement, dans le slide suivant, voilà, parler du déploiement, qui est vraiment une problématique en cours chez IDVRD. Hein. Il y a 2 mois qu'on a annoncé notre stratégie, maintenant on est en train de la déployer. Donc, je serais très intéressé d'écouter la suite du séminaire, du webinaire, pardon. Donc, effectivement, on a eu cette événementialisation dont parlait Mylène tout à l'heure. Il y a 2 mois, on a présenté ces 3 piliers, 9 plus 1 engagement. Et ensuite, pour le déploiement, il y a à la fois une organisation, enfin, dans chaque pays. Alors, je vais commencer par le point 3, l'équipe centrale en RSE. Donc, ce groupe des pionniers qui va être chargé de mettre en place le reporting sur ces 10 indicateurs et vérifier qu'on atteint nos engagements. Et puis, d'animer le développement des plans d'action qui doivent nous permettre d'améliorer notre performance sur chacun des engagements. Ça, c'est la partie centrale. Et ensuite, pour le déploiement dans chaque pays, il y a en centrale les directions des pays en fait, qui sont assez naturellement embarquées à travers la démarche Bicorp. Donc, pour Bicorp, dans chaque pays, on a un porteur de projet qui va travailler avec les responsables de piliers. Donc, en gros, les directeurs fonctionnels en centrale. Et ensuite, pour le déploiement dans les agences, dans à peu près tous les pays, en fait, ça s'est pas mal appuyé sur la structure QSE préexistante, avec des chargés de mission régionaux et des interlocuteurs RSE dans chaque agence. Voilà. Oui, alors, donc je parlais tout à l'heure de cette événementialisation, à savoir de l'annonce de cette stratégie. En parallèle de ça, il y a le central qui travaille sur la mise en place du reporting et les plans d'action pour améliorer notre performance, mais ça ne donnera pas des résultats visibles sur le terrain avant au mieux quelques trimestres et plus probablement 1 an ou plus. Donc, il y a une grande question, c'est comment pas perdre le momentum entre l'événementialisation d'il y a 2 mois et le moment où tout le monde verra que tout ça, c'est pas que du flan et que ça nous intéresse vraiment et qu'on veut vraiment que ça devienne concret. Et donc, c'est un sujet tout à fait d'actualité de comment, actuellement, entre il y a 2 mois et dans les 6 mois qui viennent, garder le momentum et laisser la flamme vivante avec des sujets de communication sur ce qu'on fait pas encore, ce qu'on va faire, ce qu'on veut faire. Voilà. C'est tout à fait là-dedans qu'on est actuellement. J'ai largement pris mon temps de parole, je crois. C'est parfait. Merci beaucoup, Blaise. Je pense que c'était hyper intéressant pour tout le monde. Et on a juste une question de Sophie qui nous demande pourquoi avoir décorrélé la performance attachée à la stratégie des 2 autres piliers. Alors c'est une bonne question. Et d'ailleurs, quand on regarde ce à quoi s'attache notre performance, ou en fait de quoi on parle quand on parle de performance en quoi, c'est très, très régulièrement performance sur des sujets des premiers piliers. En fait,
ce pilier performance, c'est celui qui doit permettre de valoriser les caractéristiques du DVRD, ce en quoi on est bon, ce en quoi on pense qu'on peut apporter quelque chose au secteur et derrière à la société, différemment des autres acteurs du secteur. C'est quels sont les points forts du DVRD qu'on doit valoriser, sur lesquels il faut qu'on travaille, mais qui vont effectivement servir principalement les deux premiers piliers. Les engagements, d'ailleurs, on les voit en détail dans le slide que j'ai donné là, avec nos 9 engagements. Mais les engagements, c'est sensibiliser nos collaborateurs. C'est tout bêtement de dire on est 8000 acteurs du paysage en Europe, et il faut déjà que ces 8000 ils arrêtent de se demander pourquoi le changement climatique et l'empreinte carbone c'est important. Et il faut qu'ils contribuent à sensibiliser, mobiliser l'ensemble de nos secteurs, de nos clients, de nos fournisseurs, de nos contractants, etc. Si on regarde l'engagement suivant, voilà, c'est de partager, de déployer les bonnes pratiques durables qu'il peut y avoir quelque part dans l'un de nos pays en Europe, et de les déployer à l'échelle de l'Europe. Donc, c'est vraiment utiliser la taille des DVRD pour que l'impact qu'on puisse avoir soit le plus grand possible, que le local devienne européen. Et notre dernier engagement, oui, c'est sur l'innovation. C'est l'innovation durable, de dire qu'une entreprise comme IDVRD, ce n'est pas le cas de tous les acteurs du monde du paysage, mais voilà, nous, il se trouve qu'on peut avoir accès à des moyens financiers matériels. On peut investir dans le développement d'un projet avec un centre de recherche, une fac, un fournisseur, une techno. Voilà, on peut à la fois accompagner le développement d'une innovation et ensuite son déploiement à échelle européenne. Voilà. Et ça, c'est une spécificité d'IDVRD dans le secteur du paysage, j'entends. Ce serait dommage de passer à côté. Super, merci beaucoup Blaise. Il y a eu 2 autres questions qui sont venues, mais on va devoir avancer sur le dernier sujet. Mylène et Blaise, je vous laisse répondre dans le chat directement à Sandrine et Morgane qui ont posé des questions sur les ODD et sur Bicorp. Je pense que ça intéressera pas mal de monde, donc avoir les réponses par écrit, ce sera pas mal. Alors, parfait. Merci beaucoup Blaise pour cette présentation. Ça fait le lien parfaitement avec la dernière partie où on va plus vous expliciter le cas Laka et Carmila. Donc, le IDVRD, on a surtout présenté la structuration de la stratégie et tout le modèle de mise en œuvre qui a été défini. L'idée, c'est de vous présenter comment Laka a travaillé maintenant avec Carmila pour ensuite toute la partie déploiement de la stratégie RSE en local dans l'ensemble des établissements du réseau Carmila et suivi des différents KPIs de mise en œuvre. Pour vous donner un tout petit mot sur Laka et sur qui nous sommes, parce que j'ai complètement oublié de me présenter au début, donc je suis un des 3 cofondateurs de Laka, une entreprise certifiée Bicorp récemment. Nous, on a commencé à l'époque, en janvier 2020, juste avant le Covid, on a eu le nez creux, en proposant aux entreprises l'organisation d'actions de sensibilisation de leurs collaborateurs, en travaillant avec des associations locales. Donc, en fait, on faisait de l'événementiel RSE, on organisait des actions pour les collaborateurs des entreprises partout en France, qui a eu un gros coup de frein avec le Covid. Et on avait la chance à l'époque de travailler notamment avec Optique 2000, réseau de 1200 magasins partout en France, qu'on accompagnait dans la mise en œuvre d'actions en local avec tous leurs opticiens. Et en fait, en travaillant avec tous leurs opticiens, on s'est rendu compte que leurs opticiens à l'échelle locale étaient globalement très engagés sur les sujets de RSE et avaient beaucoup d'autonomie sur ces sujets-là. Donc, que les opticiens mettaient en place de nombreuses actions locales de leur propre chef et qu'il y avait en fait très peu de communication entre eux pour savoir qui avait mis quoi en place. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils mettaient en place une action, ils repartaient d'une page blanche et devaient tout recréer et ne se partageaient pas entre eux leurs actions. Ce qui faisait qu'un opticien pouvait mettre en place une action sur le sujet environnementaux ou sociaux génial dans son magasin, mais alors qu'elle avait la vocation, qu'elle pouvait être diffusée à l'ensemble des autres magasins du réseau, elle ne l'était pas et restait cantonnée au niveau local. Partant de ce constat-là, on est allé interroger de nombreuses autres entreprises qui fonctionnent en réseau, donc avec des réseaux d'établissements partout en France, comme ça peut être le cas d'IDVRD également. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie problématique de partage des bonnes pratiques en local entre les différents établissements et de déploiement de la stratégie RSE du siège vers les établissements, faire que les établissements en local sachent quelle est la stratégie RSE et quelles sont les actions qu'ils peuvent mettre en place. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à construire ce qui est devenu Laka aujourd'hui, une plateforme collaborative pour permettre aux entreprises avec des réseaux d'établissements de mieux animer leur réseau d'établissements en local autour de la RSE, de pouvoir suivre des KPIs fiables sur les actions mises en place à l'échelle locale, faciliter le partage de bonnes pratiques
entre les établissements. Donc vraiment, nous, notre conviction, c'est que l'implication du local dans la stratégie RSE et des personnes en local est clé pour vraiment embarquer toute l'entreprise sur ces sujets-là et réaliser une vraie transformation. Ça, c'est pour la partie LACA. Je vous montrerai rapidement en quoi consiste la plateforme après, mais je reviens maintenant sur peut-être le cas Carmila pour ensuite vous montrer comment on a pu travailler ensemble. Donc, normalement, on devait avoir Hervé, directeur régional de chez Carmila, pour témoigner aujourd'hui, mais comme je vous ai dit, il a eu un imprévu. Donc, je suis, on va dire, garant de sa parole aujourd'hui. Carmila, c'est une foncière que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui gère un réseau de 215 centres commerciaux en France, en Espagne et en Italie, avec une stratégie RSE qui est relativement jeune, qui date de 2017, et une feuille de route qui a été complètement revue en 2020, avec une stratégie beaucoup plus ambitieuse sur les sujets de RSE qui a été définie en 2020, avec la volonté de mobiliser et aligner l'ensemble des initiatives des centres commerciaux mises en place partout en France, en Espagne et en Italie. Et avec l'envie vraiment forte d'impliquer les directeurs de centres commerciaux dans cette stratégie. Donc, de faire que les directeurs de centres commerciaux soient les garants de cette stratégie RSE à l'échelle locale. Les deux enjeux auxquels faisait face Carmila pour cette stratégie RSE, ils étaient simples. Le premier, c'était de répondre à la forte demande des collaborateurs de s'engager. Ils ont fait un sondage un peu avant. Ils se sont rendus compte que 90% des collaborateurs de Carmila considéraient qu'ils pouvaient avoir une grosse action sur la stratégie RSE de l'entreprise. Donc, il y avait un vrai enjeu d'engager ces collaborateurs-là dans la stratégie. Et le deuxième enjeu Carmila, c'était d'avoir un reporting précis avec des informations qualitatives sur l'ensemble des actions mises en place pour à la fois mettre en valeur les engagements, mais surtout suivre des KPI sur la feuille de route ambitieuse qui s'était fixée en 2020. Et si on se fixe une feuille de route, mais qu'on ne suit pas derrière comment la stratégie est déployée, on ne peut pas savoir si c'est un succès et s'il y a des choses à améliorer derrière. Et nous, on a eu l'occasion de rencontrer Carmila à peu près à cette période-là. Donc, c'était, on va dire, la rencontre idéale parce que nous, on était en train de construire la plateforme à l'époque et on a pu du coup la co-construire avec eux sur le terrain pour construire vraiment un outil qui soit adapté aux directeurs de centre et qui leur facilite la vie sur tous les sujets de RSE pour leur permettre de passer à l'action beaucoup plus facilement. Je vais vous montrer de manière express à quoi ça ressemble, vu qu'après, il faut quand même que… Tac, attendez. Hop, je vais couper mon partage d'écran. Il faut quand même que je laisse la parole à Léa. L'idée, ce n'est pas que je monopolise l'attention non plus, mais ça vous permettra de voir concrètement à quoi ça ressemble. Le principe de la plateforme, il est très simple. Il permet au niveau du siège de mieux déployer son plan d'action RSE en local dans l'ensemble des établissements, ce qui est compliqué à faire quand on a 100, 200 centres commerciaux. Et il permet au niveau local pour les directeurs et l'ensemble des personnes dans les établissements de mieux savoir comment ils peuvent s'engager sur les sujets de RSE et aussi de mieux valoriser les actions qu'ils ont pu mettre en place. Sur la plateforme, en gros, vous allez avoir 3 sections. Une section actualité qui permet aux personnes au sein des établissements de retrouver les dernières actualités du réseau sur les sujets de RSE, donc retrouver des exemples d'actions qui ont été mises en place dans des centres commerciaux, retrouver un classement des établissements les plus actifs, pareil dans la même veine pour valoriser ceux qui font le plus sur les sujets de RSE et les mettre en avant auprès du réseau, ou encore un classement des régions, pareil, pour créer une petite compétition sur ces sujets-là et vraiment pousser tout le monde à aller vers le haut. Cette plateforme, elle va tourner en fait grâce à un catalogue d'actions, qui est le moteur de la plateforme, qui est un catalogue d'actions personnalisé à chaque entreprise. Donc, on travaille par exemple avec Leroy Merlin, avec Carmila, avec Orpea, qui est un réseau de maisons de retraite. Les actions RSE possibles dans ces différentes entreprises n'ont pas forcément grand-chose à voir. Et donc, le catalogue d'actions est vraiment spécifique à chaque entreprise et à leur réalité du terrain. Et ce catalogue d'actions, il va permettre aux personnes au sein des établissements de retrouver des modes d'emploi sur chaque action RSE, sur comment mettre en place cette action dans son établissement, quelles sont les étapes à suivre, quels sont les coûts que ça va engendrer, le temps, etc. L'idée, c'est vraiment de leur faire gagner du temps et de leur donner toutes les informations dont ils peuvent avoir clé en main pour pouvoir mettre en place ces actions. L'idée étant derrière qu'un établissement qui a mis en place l'action puisse venir le déclarer en moins de 30 secondes sur la plateforme. La partie reporting est hyper importante pour le siège, mais beaucoup moins importante pour les établissements. Donc, ce qu'on a vraiment essayé de faire sur la plateforme, c'est que la partie reporting soit très rapide pour les établissements et qu'elle leur demande le moins de temps possible, vu que c'est vraiment quelque chose qui peut paraître pénible sinon. Et donc, on a vraiment essayé de construire la plateforme là-dessus pour que la partie reporting soit simple et que les directeurs d'établissement aient envie de venir sur la plateforme pour faire leur reporting et renseigner les informations qu'ils ont remplies avec quelques indicateurs comme la date, les associations avec lesquelles ils ont travaillé. Là, ici, on est sur les denrées alimentaires, donc par exemple le poids de denrées alimentaires collectées ou encore des images. Tout cela va permettre au niveau du siège d'avoir des données hyper précises sur l'ensemble des actions qui ont été réalisées. Je ne peux pas vous montrer la section reporting de chez Carmila vu qu'elle est un peu confidentielle.
mais donc d'avoir des données hyper précises sur l'ensemble des actions réalisées. Par exemple, chez Carmila, depuis le lancement de la plateforme, il y a 155 collectes de denrées alimentaires qui ont été réalisées par les établissements. Elles ont permis de collecter plus de 6 000 tonnes de denrées alimentaires. Ça permet vraiment d'avoir des données qu'on n'est pas capable d'avoir autrement parce qu'il faudrait les chercher à la main dans chaque établissement et ça prendrait beaucoup de temps. Et au niveau des établissements local, ils ont une vraie transparence sur ce que font les autres. Ils peuvent aller s'inspirer de ce que fait chaque centre commercial pour découvrir, s'inspirer et suivre leur exemple. Et ils peuvent aussi partager des initiatives qu'ils auraient mis en place dans leur centre, mais qui ne seraient pas sur le catalogue. L'idée, c'est aussi de faire ressortir les bonnes pratiques du local que le siège ne connaîtrait pas pour les diffuser au réseau. Imaginons que, par exemple, Léa Maillet, dans ses centres, ait organisé une plantation d'arbres. Elle voit que cette action n'existe pas sur le catalogue. Elle va être amenée à la suggérer sur la plateforme, à remplir quelques informations pour expliquer comment elle l'a mis en place, ce que ça lui a coûté, le temps que ça lui a pris, les partenaires avec lesquels elle a travaillé. Et ensuite, cette action va pouvoir être modérée par le siège. Elle pourra se dire, OK, est-ce que ça correspond à la stratégie RSE du groupe ou non? Et si oui, une fiche action pourra être créée sur la plateforme, comme la fiche action que je vous ai montrée précédemment. Et l'ensemble des établissements du réseau pourront suivre l'exemple de Léa qui a mis en place cette action et le faire à leur tour. Et ça, je demanderai plutôt à Léa de nous expliquer un peu de son côté, si c'est des choses qui arrivent ou pas, ou si c'est clairement juste des hypothèses que l'on ferait chez LACA. Voilà pour la démo de la plateforme LACA. Je vais laisser la main à Léa. Léa, est-ce que tu peux nous dire peut-être un petit mot sur toi, qui tu es, depuis quand tu es chez Carmila et comment tu as perçu l'évolution des sujets de RSE au sein des centres commerciaux? Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour à tous. Déjà, merci pour l'invitation. Je suis toujours ravie de pouvoir contribuer à apporter ma vision terrain. Et merci également à Blaise et Mylène pour leurs interventions très intéressantes. Me concernant, donc, je suis directrice de centre chez Carmila, de 2 centres commerciaux en Île-de-France. Et je suis dans l'entreprise depuis 2015. À savoir que Carmila a été créée en 2014. Donc, c'est vraiment tout frais. Donc, l'évolution a été assez claire. Au début, ce n'était pas le plus gros enjeu de l'entreprise. Ça a vraiment évolué. Et d'autant plus depuis à peu près, je pense, 1 an, 2 ans, où on a vu vraiment grandir les enjeux stratégiques de l'entreprise, qui sont évidemment en lien avec les enjeux, en fait, tout simplement humains. C'est vraiment lié à la planète, donc c'est quelque chose qui est en lien avec les entreprises, puisqu'on est les premiers acteurs aussi à avoir un rôle à jouer pour améliorer en fait certains aspects. Donc les enjeux, en tout cas, ont évolué, de plus en plus présents au quotidien. Et c'est vrai qu'il y a une stratégie globale. Nous, on vient en fait la mettre en œuvre auprès des commerçants, auprès des établissements, en lien avec des associations. Voilà, il y a différents moyens de pouvoir mettre en place une stratégie marketing. En fait, et chaque centre commercial, en fait, en local, a un contexte différent. Donc, c'est à nous, après, de réfléchir à une stratégie adaptée et pertinente à chaque centre. Donc, voilà. Et selon toi, du coup, Léa, quel est le rôle que les centres commerciaux ou que les acteurs locaux ont à jouer dans la stratégie au niveau national du groupe? Alors, on met en œuvre donc la stratégie nationale, c'est une chose, mais après, on peut être un acteur local et pas uniquement avec des actions ponctuelles. On peut tout à fait être un acteur sur du long terme. Par exemple, j'ai un de mes centres commerciaux qui a été certifié donc en tant qu'établissement partenaire relais des personnes à la recherche d'un emploi qui ont plus de 45 ans. Donc, on a cette certification, ce partenariat avec le comité, un comité d'emploi du Val-de-Marne qui permet en fait aux personnes cherchant du travail qui ont plus de 45 ans d'avoir ce vivier en fait d'entreprises qui peuvent rechercher justement des profils. Et ensuite, nous, on connecte en fait les bons profils avec les recherches et les offres d'emploi. Donc, on peut tout à fait créer en fait une stratégie pérenne et pas uniquement une stratégie à court terme. Et qu'est-ce qui pouvait te freiner dans la démarche auparavant et qu'est venu apporter la plateforme LACA pour en fait, on va dire, résoudre ces freins de ton côté au niveau local?
Alors, très gros changement, hein. Je me souviens encore sur les premiers échanges qu'on a pu avoir avec toi, Baptiste, avec voilà, tes collègues. Enfin, c'est vraiment, quand on voit la genèse et la réflexion, on se rend compte qu'on est quand même parti de très loin. Nos reporting étaient très, comment dire, c'était très light, très simple. On était sur une plateforme qui n'était pas très aboutie. On ne pouvait pas mettre beaucoup de pièces jointes, pas beaucoup d'informations. Parfois même, on était limité à 220 caractères. Donc, vous imaginez faire un reporting sous la forme d'un tweet. Bon, c'est un peu léger quand même, hein. Donc, effectivement, la plateforme, elle est super intuitive. La construction qu'on a fait ensemble, elle a vraiment été, permis d'être adaptée en fait à notre quotidien. Et c'est aussi, je trouve, une de vos forces, c'est de pouvoir vous adapter et de faire en sorte vraiment de comprendre nos besoins pour faciliter notre quotidien. Donc clairement, il y avait des freins administratifs, des freins de gestion, c'était pas pratique. Donc là, voilà. Et puis également, cette plateforme nous a permis de découvrir en fait ce qu'on n'a pas forcément fait et ce qu'on pourrait mettre en place dans nos centres commerciaux grâce à ce vivier d'actions ponctuelles ou long terme qui sont constamment mis à jour par tous les centres commerciaux de la France. Donc, on voit justement voilà, tous les établissements qui vont avoir leurs idées en local. Nous, avec un filtre que vous avez créé sur cette plateforme-là, on a la possibilité de voir assez rapidement ce qu'on n'a pas mis en place. Et grâce à ça, on peut voir voilà, des petites actions qui peuvent être très rapides en plus à déployer, comme par exemple des affichages sur les violences intrafamiliales avec des informations voilà, sur comment contacter les associations. Et en fait, voilà, c'est des petites choses rapidement. On a une vision très claire de ce qu'on n'a pas fait. On a aussi une vision très claire de ce qu'on a réalisé. Donc, ça nous permet vraiment de faire un très bon suivi. Et c'est vraiment, voilà, vraiment agréable de travailler comme ça. Ça donne envie, en fait. Clairement, la plateforme, elle donne vraiment envie de continuer. Et c'est assez amusant aussi, puisqu'il y a des points. Donc, ça permet aussi, en tout cas, c'est comme ça que ça a été développé avec le réseau Carmila. Je ne sais pas comment c'est pour les autres entreprises et pour les autres réseaux. Mais en l'occurrence, quand on a ce petit challenge de se dire, bon, j'ai envie d'atteindre le score A, j'ai envie de faire plus de points. Et puis, de toute façon, après, ça dépend aussi des hommes qui sont derrière quelque part. Mais c'est vrai que la RSE, c'est un enjeu entreprise, un enjeu local. Et en tout cas, pour ma part, il y a aussi ce côté de volonté personnelle d'être très active sur le sujet. Donc c'est vrai que la plateforme aide énormément. Et dernière question, après on prendra les questions. Il y a eu quelques questions dans le chat pour toi. C'est quoi, du coup, selon toi, avec ton point de vue local, la clé pour réussir à mobiliser les établissements et les personnes en local quand on est au niveau du siège? C'est quoi la clé? Comment le siège a réussi à nous embarquer, quelque part. Ouais, c'est ça. Oui. Comment le siège a réussi à nous embarquer en nous sollicitant, en nous demandant notre avis opérationnel. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'autres meilleurs ambassadeurs ou personnes capables de savoir en fait comment mettre en place les actions, qu'est-ce qui peut nous faciliter la vie au quotidien pour le faire, quelles sont nos idées, comment la plateforme peut être travaillée pour que ça soit plus simple pour nous. Et en fait, le fait de nous solliciter nous a clairement embarqués, en fait. On a été écoutés, on a travaillé et co-construit ensemble, autant avec les personnes du siège que vous, en fait, au niveau de la plateforme, et nous. Donc, il y a en fait cette co-construction et cette sollicitation. Mais surtout, de comprendre les enjeux de l'entreprise, c'est une chose, mais de comprendre quel est l'enjeu en local, ça permet de réaliser en fait dans quoi ce qu'on fait nous au quotidien, ça s'inscrit dans quelque chose de plus gros. Et donc, du coup, il y a ce côté vraiment de se sentir impliqué dans quelque chose. Et quand on comprend qu'il y a un rouage global et qu'on a que notre petit maillon, quelque part, à notre petite échelle, a en fait un énorme impact sur l'entreprise. Mais c'est la même chose au quotidien sur plein d'actions, hein, même dans notre vie personnelle avec le tri des déchets, etc. Là, c'est exactement pareil. Si chaque personne en local dans son réseau met sa petite touche, en fait, au final, ça fait une énorme réalisation. Génial, merci. Donc, la sollicitation des acteurs en local et prendre surtout tenir compte de leurs avis est hyper importante. Je prends une question d'Amélie qui demande, alors ça
Je vais peut-être y répondre vu que c'est plus une question qui s'adresserait à quelqu'un du siège et je suis censé représenter le siège aujourd'hui aussi. Est-ce qu'il y a des collaborateurs référents RSE dans chaque centre chargés de faire le lien avec le siège, remplir la plateforme par exemple? Très bonne question, Amélie. Alors, Carmila, c'est un cas un peu particulier. Dans chaque centre commercial, il y a en général 1 ou 2 salariés. C'est des petits groupes pour gérer les centres commerciaux. Léa, elle seule, elle gère 2 centres commerciaux, donc c'est beaucoup de boulot. Donc, ce n'est pas trop compliqué sur ce sujet-là. C'est les directeurs de centre qui vont être les référents RSE. Mais pour donner des exemples d'autres entreprises avec lesquelles on travaille, comme Leroy Merlin, où il y a pour le coup 150 personnes par magasin, là, pour le coup, il y a des référents RSE qui sont nommés en local et qui ont pour rôle de faire vivre la RSE au sein de l'établissement, de faire remonter les données vers le siège et de faire le relais en fait, entre le siège et les autres collaborateurs en local. Et si le sujet des référents RSE est un sujet qui vous intéresse, on organise un prochain webinaire le 13 décembre sur le sujet suivant comment fédérer et créer un réseau d'ambassadeurs d'ambassadeurs RSE en local. Donc, on vous enverra, on commencera à communiquer sur le sujet la semaine prochaine. Après, en l'occurrence, je me permets du coup, Baptiste, sur Carmila, on a un référent RSE en fait qui est un des directeurs régional qui du coup fait le lien un petit peu et qui est un peu comme un petit capitaine de bateau sur un aspect donc, qui est le volet RSE. Après, en local, généralement, donc, il y a un directeur de centre, un responsable marketing ou un chargé de marketing. Et généralement, voilà, c'est un binôme qui travaillent sur le sujet, à savoir que derrière, il y a des responsables d'exploitation immobilier qui travaillent avec nous. Donc, on est vraiment un binôme ou alors vraiment un groupe de 3 à être sur la partie exploitation. Et nous, on va avoir ce côté, OK, on regarde les idées, on regarde qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et derrière, on peut avoir cette mise en application de différentes personnes. Mais le référent RSE restera le directeur de centre pour la prise de parole. Et après, il y a une personne qui fait le lien entre les deux. Mais sinon, la plateforme, en fait, quelque part, fait ce travail de référence, en fait. Exactement. Et le directeur régional relais RSE chez Carmila était justement Hervé qui devait être avec nous aujourd'hui. Et question pour toi aussi, Léa. Alors, qui va du coup va peut-être falloir adapter un peu. Comment embarquez-vous les collaborateurs individuellement à la démarche? Donc, c'est un peu particulier vu que dans les centres, il y a 1 ou 2 collaborateurs officiellement Carmila. Mais peut-être comment est-ce que tu arrives à embarquer les commerçants des centres commerciaux Bien dans la sûr. démarche? Et si oui, comment tu fais? Alors, individuellement, voilà, que ce soit les collaborateurs ou les commerçants, quelque part, en fait, on travaille tous dans un réseau pour aller dans le même sens. Donc, dans tous les cas, voilà, ça revient exactement au même. En l'occurrence, on va les voir un par un, on échange avec eux, on leur explique quels sont les enjeux, on leur explique aussi que c'est dans leur intérêt à eux, que ce soit pour une réduction des charges, une certification environnementale qui permet peut-être d'avoir accès à certains avantages. Donc, effectivement, il y a beaucoup de moyens en fait, d'embarquer, mais généralement, ça va surtout avoir un lien avec le contexte. Donc, tout va dépendre du contexte. On ne va pas forcément embarquer les gens de la même manière sur un centre par rapport à un autre parce qu'on n'aura pas forcément les mêmes enjeux, on n'aura pas forcément la même façon de traiter l'environnement. Il y a peut-être déjà des choses qui sont en place de manière, on va dire, standardisée avec des bases et du coup, en fait, l'enjeu va être d'aller encore plus loin. Voilà, tout est une question un petit peu de curseur en fonction de chaque établissement, mais embarquer les personnes individuellement, c'est aller à leur rencontre, en fait, quoi. C'est aller les voir, leur en parler, leur expliquer ce dans quoi ça s'inscrit, au même titre que le siège a fait ça, en fait, avec nous. C'est quelque part, c'est une réaction en chaîne, en fait, et nous, on reproduit aussi quelque part ce que le siège a fait avec nous et on adapte en fonction de la personne en face. Génial. Merci beaucoup, Léa. C'est la dernière question qu'on va prendre. Je réalise qu'il y a des réponses que j'ai faites par chat que j'ai pas envoyé à tout le monde, mais pour information, tous les supports de présentation qu'on vous a montrés, on pourra vous les envoyer. On vous enverra un petit récapitulatif suite au webinaire. Et il y aura aussi un replay du webinaire qui sera accessible, qu'on vous enverra. Donc, pour tous ceux qui auraient raté une partie ou qui auraient dû partir plus tôt. Voilà. Merci beaucoup, Léa. C'est l'heure du mot de la fin. On a à peu près tenu les temps. C'est une sorte de petit miracle. Mylène, est-ce que tu veux faire le mot de la fin? On peut peut-être dire un petit mot chacun. Ce qu'on s'était dit, c'était que l'idée avec laquelle il fallait ressortir de ce webinaire, c'était que globalement, il y a 2 sujets qui étaient clés pour réussir à mobiliser ses collaborateurs après avoir structuré sa stratégie RSE. Le premier, c'était d'avoir une vision claire de ce vers quoi tend l'entreprise, d'avoir défini quelque chose de clair.
en essayant d'incorporer le plus possible les collaborateurs dans la vision qui va être définie. Et la deuxième clé, comme l'a dit Léa, en fait, c'est d'aller sur le terrain. C'est vraiment cette partie terrain, interroger les personnes pour comprendre leurs besoins, comprendre leur vision des choses et voir comment on peut s'adapter le mieux aux contraintes de terrain qu'ils ont. Parce que le risque de ne pas le faire, c'est de déployer quelque chose qui corresponde à une vision du siège, mais pas du tout à une vision du terrain. Voilà. Mylène, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, je dirais que les deux aspects sont vraiment très complémentaires. En fait, ce serait une erreur que de structurer sa stratégie RSE sans avoir mobilisé ses collaborateurs dans cette étape-là. Comme ce serait une erreur de déployer, de mobiliser un réseau sans avoir une stratégie RSE claire, avec une vision claire, où on a cette sensation de contribuer à quelque chose de plus grand. Ce que tu disais, Léa, ça a pas mal résonné aussi par rapport à ce que nous, on pense chez Hatch. Donc, tout à fait. En fait, voilà, la mobilisation des collaborateurs, elle se ressent à la fois dans la structuration de la stratégie et évidemment, là où il faut être, déployer tous les moyens possibles et donner toute son énergie, c'est sur la partie déploiement et animation du réseau, aller sur le terrain, se rendre compte de la réalité du déploiement d'un plan d'action. C'est toujours très différent quand on imagine un plan d'action dans son bureau au niveau du siège et quand on le vit au quotidien dans les équipes au sein d'un réseau. Parfait. Écoutez, merci à tous d'être venus aujourd'hui. On vous enverra dans les jours qui viennent, ou aujourd'hui, si on a le temps, un récapitulatif de tout ce qui s'est dit avec les contacts de tout le monde. On va vous envoyer différents éléments pour continuer de creuser ça chez vous. Et pour ceux qui seront dispo le 13 décembre, on vous donne rendez-vous le 13 pour ce webinaire sur les sujets de réseau d'ambassadeurs RSE. Passez à tous une bonne fin d'après-midi. Si certaines personnes veulent rester pour nous poser des questions, on peut y répondre avec plaisir tout de suite. Et puis, passez un bon week-end. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.